Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Vous êtes là à regarder Zouk TV, écoutez pour comprendre et vous avez entièrement raison, il ne faut surtout pas changer de chaîne. Écoutez, c'est un gros travail chez nous. Comprendre, c'est encore mieux. Et souvent, à partir de l'écoute, on peut aboutir, on peut sortir un projet nouveau, quelque chose de nouvel, une chose nouvelle. Nous avons le plaisir de recevoir M. Michael Ramel de la Chambre de métier, chargé du développement économique de cette Chambre. Merci d'avoir honoré notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, M. Grabin. Merci, au nom de toute la Chambre, de nous inviter aujourd'hui. Oui, vous avez dernièrement organisé une rencontre sur le transfert d'entreprise. Tout à fait. C'est dans le cadre de la semaine de la reprise transmission d'entreprise. C'est un événement qu'on reconduit annuellement. Ça depuis 3 ans maintenant, de manière régulière. Donc cet événement, on met forcément à l'honneur les repreneurs, les cédants. Et l'objectif, c'est d'informer, sensibiliser, puisqu'il y a une problématique aussi d'information, parce que reprendre, transmettre, ça demande un certain savoir-faire. Donc c'est ce qu'on a voulu transmettre à travers cet événement. Dans ce transfert, il ne s'agit pas d'avoir les billes, l'argent. Pour acheter une entreprise, il faut aussi connaître le métier. Il faut à la fois, alors surtout dans l'artisanat, a fortiori, puisqu'on a des métiers vraiment qui nécessitent un savoir-faire, une compétence technique qui est difficile à acquérir si on n'a pas d'expérience. Alors bien sûr, il y a des formations, mais après, c'est le savoir-faire de la main aussi qui compte. Donc effectivement, la reprise peut, dans ce cadre-là, être un peu compliquée, mais pas du tout impossible, dans le sens où le cédant peut rester aussi, le droit permet ça, le cédant peut rester un certain temps dans l'entreprise pour former un repreneur. Ils deviennent parrains. Ils deviennent le parrain. Oui, quelque part, le mentor, le parrain. Ouais. Alors, en 2023, il y avait 17 358 entreprises non radiées. Dans l'alimentation, il y avait 1535. Dans le bâtiment, 7 682. En production, 2522. En service, 5 619. On a eu 504 entreprises créées et 71 qui ont cessé. Tout à fait. Et au niveau artisanal, comment ça se passe? Vous qui êtes justement à la tête du développement économique. Ben là, justement, les chiffres que vous citez, c'est au niveau artisanal. Là, c'est les chiffres de la Chambre de métier et l'artisanat. Donc, effectivement, le premier secteur qui ressort, c'est le bâtiment, tout corps de métier. Alors ça, en termes d'effectifs, pourquoi? Parce que dans l'artisanat du bâtiment, il y a beaucoup de petites entreprises, voire très petites entreprises. Donc, effectivement, ça grossit un petit peu les chiffres. Le deuxième, c'est les services. Donc, services, on peut penser à l'esthétique, la coiffure, le transport aussi. On a les secteurs de la fabrication. Donc là, ça peut être l'horlogerie, la bijouterie, la menuiserie, enfin tous les secteurs de la fabrication. Et puis également les métiers de bouche qu'on connaît mieux souvent pour l'artisanat, le boulanger, le glacier et quelques restaurateurs aussi. Oui. Et on y vient facilement? Dans l'artisanat, oui. Alors c'est soit comme on dit, on est artisan parce qu'on a son père ou son grand-père, parfois de génération en génération, qui nous a habitués au métier, soit à travers le centre de formation qui se trouve à Rivière-Salée. On peut, dès le CAP, BEP, déjà se former au métier de l'artisanat. Alors d'expérience, et vous qui êtes à l'intérieur, votre constat, nous on se dit, on est artisan, on ne devient pas artisan. Et c'est à partir du berceau qu'un artisan est. Je dirais qu'il est fabriqué. Oui, et après, dans la pratique, on se rend compte qu'il y a aussi des gens qui arrivent à se reconvertir. C'est difficile, ça nécessite de se former, ça nécessite de bien comprendre les règles du métier. Mais justement, quand on est accompagné, par exemple, par le cédant, dans le cadre d'une session, ou si on a eu l'occasion de se former à travers des stages, on peut acquérir cette compétence. Et il faut dire aussi qu'on n'est pas d'office artisan. Souvent, notamment quand on n'a pas le diplôme, à la chambre de métier, il faudra attendre 3 ans en tant que chef d'entreprise artisanale pour être labellisé comme artisan. Et il existe la validation des acquis?
Oui, aussi également. Donc là, ça permet d'accélérer les choses. Donc alors souvent, il faut avoir au moins 1 an d'expérience quand même. Et au lieu de faire les formations sur 3 ans, qui peuvent être parfois très longues, on fait une validation des acquis de l'expérience. Donc c'est du conseil, de l'accompagnement et un passage devant une commission où on va montrer sa maîtrise du métier devant ses pairs finalement. Et cette formation, elle consiste en quoi? Le VAE, vous voulez dire? Oui. C'est gestion. Vous avez l'accompagnement métier surtout, qui est principal. Et puis oui, la gestion d'entreprise, être capable de gérer l'entreprise par la suite. Tout à fait. Tout ça a bien changé. Initialement, vous aviez une formation en SPI, donc qui était obligatoire à la création d'entreprises artisanales. Cette formation, on la fait toujours à la Chambre de métier. Elle n'est plus obligatoire par décret de l'État, mais elle reste vraiment très utile. Et on a notre formation maintenant Créer et gérer sa TPE-PME, qui est aussi sur 35 heures et qui permet d'avoir le même niveau, on va dire, de connaissances. Quand je dis ça a beaucoup évolué, ma jeune génération, autant en 10 ans, on avait 17 francs 50. 17 francs 50 pour créer? 17 francs 50 à verser pour payer. 50 d'identité, un document et un artisan. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que les évolutions, ça a drôlement changé. Ça dépend beaucoup de la structure juridique. Bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail peut-être, mais en micro-entreprise, vous pouvez créer avec 0 €. Alors, c'est encore plus intéressant. Maintenant, on s'est rendu compte que ça pouvait être assez difficile de créer l'entreprise par soi-même en ligne. Donc à la Chambre de métier, on a l'offre de mandataire. Donc pour 86 €, voilà, je donne les tarifs. Pour 86 €, on fait la création en ligne pour vous et on s'assure que tout est bien renseigné, qu'il n'y ait pas d'erreur, que toutes les pièces soient bien fournies. Comme ça sécurise le parcours. Ça, c'est la partie administrative. Oui, la partie administrative. Mais moi, j'ai besoin d'un plombier, j'ai besoin d'un carreleur. Je ne regarde pas sa feuille de papier. Je regarde, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on va le voir. Peut-être que vous devriez regarder quand même son SIRET ou un minima s'il a bien les assurances. Parce que vous savez, dans le bâtiment, il y a certaines assurances décennales. En cas de sinistre, vous pourriez être un petit peu embêté. Inquiété fortement. Lourdement quand vous avez un artisan qui n'est pas assuré. Voilà, donc toujours préférable de passer par un artisan qui est ressortissant de la Chambre de métier. C'est pourquoi je vous dis, ça a drôlement changé. Oui. C'est vrai, les erreurs du passé ont fait qu'on a mis aujourd'hui des barrières. Et je dis que, en matière de transfert de compétences, c'est au berceau. C'est l'idéal. L'idéal au berceau, le petit jeune qui suit son père, le père qui l'intéresse à la chose, même si demain il devient médecin ou autre chose, mais au moins ça, c'est l'éducation que j'ai reçue au berceau, tes 10 doivent fonctionner. Et au bout de ces 10 doigts, il y a 10 métiers. Oui, il n'y a pas meilleure école, on va dire, pour l'artisan qui Et c'est pourquoi nous attirons quand même l'attention de nos pères. J'insiste au niveau des pères. Même si demain il devient un grand ingénieur, pilote, tout ce qu'on veut, médecin et autres, il faut l'intéresser à l'activité manuelle. Tout à fait, tout à fait. Au moins une personne dans la famille, on va dire. Dans l'idéal, tous les enfants, c'est sûr. Il doit pouvoir, ça c'est aussi notre éducation à nous, il doit pouvoir savoir démonter un pneu sur un véhicule, savoir faire certains entretiens à la maison et autres. Mais c'est le père qui se charge de ça. Ne pas le laisser derrière cette petite boîte-là. Malheureusement, Ça construit rien pour nous. Et ça dégrade des fois, très souvent, une société. Tout à fait. Alors, vous mettez en place un artisan, un futur artisan vient vous voir. Je vais acheter la menuiserie de monsieur Intel. Monsieur Intel est décédant, et puis comment ça se passe? Alors déjà, on peut faire la rencontre du repreneur et du cédant. Donc les repreneurs, on a une plateforme qui s'appelle transentreprise.com et qui permet de mettre en ligne une annonce en tant que repreneur. Donc soit vous le faites directement en ligne, soit vous passez par la chambre pour faire cette annonce pour vous. Donc ça déjà, ça nous permet nous de bien comprendre quel type d'entreprise vous pouvez reprendre. Alors soit vous avez une idée claire en tête, ce qui est le mieux, mais qui peut être un peu complexe pour après trouver l'entreprise à céder,
parce qu'il faut qu'il y ait le bon timing entre le cédant et le repreneur. Soit, comme je l'ai eu encore ce matin, vous avez des personnes qui veulent reprendre dans l'artisanat, peu importe le corps de métier, mais qui sont prêts à se former, à aller faire des formations, suivre les conseils du cédant. Et ça ouvre plus de perspectives, on peut trouver plus facilement un repreneur. Et là, vous avez combien de temps devant vous? Là, il y a un travail qui va être assez long souvent pour la session reprise. Bon, d'une part, il va falloir bien évaluer l'entreprise à céder. Donc le cédant, dans le meilleur des cas, a déjà fait lui-même une évaluation financière, mais il est conseillé au repreneur aussi de faire une évaluation financière, parce qu'il n'est pas à l'abri de surprises. Auditer également les comptes, puisque voilà, seul un expert comptable avec l'œil pourra identifier s'il n'y a pas eu des malversations financières, et peut-être même un avocat pour la partie juridique. Et ensuite, c'est tout un travail, pour le coup juridique, de faire la promesse de vente, l'acte de vente, et de s'assurer que tout ça soit bien encadré. Et que le lieu d'exécution soit bien situé. Le lieu d'exécution, alors oui, il y a toute une problématique autour des bails commerciaux aussi, des baux commerciaux, pardon. Donc il faut s'assurer que vous êtes autorisé à reprendre. Donc vous avez l'aval du cédant, si possible manuscrit. Hein. Signé. Signé, voilà, c'est le mieux. Ou c'est le cédant lui-même qui était propriétaire et qui va vous louer ou qui vous vend carrément le local. Ça, c'est autre chose. Pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a des changements au niveau des plans locaux. Tout à fait, oui. On a cette problématique-là aussi en Martinique. Certaines personnes qui occupent avec un type de propriété assez précaire. Donc ça peut être sur les 50 pas, ça peut être dans des zones où ils se sont installés, la coutume fait qu'ils sont là. Mais il faut bien s'assurer qu'il y ait le titre de propriété, et sinon avoir l'aval de la mairie, des institutions. Oui, parce que là, bon, on le voit, aujourd'hui les lois bougent de tout le temps. Une loi peut en cacher une autre. Tout à fait. On a un garage peinture. Je ne dirais pas au beau milieu du village, dans le quartier. Depuis 20-30 ans. Oui. Et moi qui veux acheter, je découvre que bon, je n'ai pas le droit de tenir un pistolet à peinture dans le quartier. Oui. Alors là, c'est pour ça qu'il faut prendre la tâche de la mairie avant toute chose, et puis vérifier qu'il y ait bien continuité des droits, l'ensemble des droits, hein, même le droit d'avoir une terrasse par exemple, si c'est un restaurant, tout ça, ça se négocie. Il y a un travail aussi à faire avec la préfecture, puisque vous avez des établissements qui doivent être ERP, donc établissements recevant du public. C'est une norme qui assure qu'il y ait bien l'accessibilité handicapée, qu'il y ait bien toutes les installations de sécurité. Si vous n'avez pas l'autorisation, il faut s'assurer d'avoir une dérogation de la part de la préfecture. Donc toutes ces informations, c'est vous qui les avez à la chambre de métier. Ah ben voilà, on fait ce rôle d'orientation, d'encadrement, s'assurer que au moins l'essentiel et si possible l'ensemble des informations soient bien intégrées, bien comprises. Une heure d'appréciation de votre part, comment ça se solde? Une heure d'appréciation? De votre part. Alors, je vois vos services ont oublié l'assainissement par exemple. On n'a pas tenu compte de l'assainissement. Et moi qui achète, comment ça se passe? Je me retourne contre vous, comment ça se passe? Contre la chambre de métier, bon, vous savez, après notre rôle, il est avant tout de conseiller. Donc on ne va pas vous dire il faut faire ci ou il faut faire ça. On vous donne les différentes options. On peut émettre une préférence, mais ensuite ça reste la responsabilité du chef d'entreprise. Le seul, à ma connaissance, qui peut vraiment vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est l'avocat, c'est l'expert comptable, qui derrière sont garantis, qui ont une assurance derrière pour leurs conseils. Mais nous, dans la chambre de métier, on n'a pas forcément ce rôle d'expert, mais plus au sens noble du terme, de conseil et d'être capable d'orienter. Oui, l'intérêt de bien cerner tout ça. Et c'est pour ça qu'on reçoit gratuitement, hein, pour le premier conseil, on fait 1 heure de conseil offerte. Et après, bon... Après, on peut, si on va plus loin, et souvent, c'est le chef d'entreprise souhaite soit faire l'évaluation financière de l'entreprise qu'il cède ou qu'il souhaite reprendre,
soit également faire ce qu'on appelle un diagnostic financier. Donc ça, c'est vivement conseillé. Ça permet tout de suite de mettre de côté certaines options. Quand on veut racheter une entreprise, on a peut-être 3-4 cibles en tête. Et faire les diagnostics financiers comme ça sur ces cibles permet de se dire, bah non, ces deux-là, déjà, je les mets de côté parce que financièrement ou en termes de marché, ça ne tient pas et je me concentre sur les plus intéressants. Et dans le contexte actuel de notre économie, ça se bouscule au Bourguignon, là, chez vous, au niveau prises? Ben écoutez, il y a quand même, ça vous aurait pas échappé, le vieillissement de la population, avec quand même 45% de personnes de plus de 55 ans, et le chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. C'est les fameux baby boomers, donc qui arrivent proche de l'âge de la retraite, même si l'âge de la retraite a tendance à reculer, mais voilà, on y arrive quand même. Et donc, il y a une recrudescence de ces cessions d'entreprises. Et de l'autre côté, la reprise d'entreprise est de plus en plus à la mode. Alors, en Martinique, je n'ai pas connaissance de structures qui se soient spécialisées en formation ou en contenu sur cette thématique-là. Mais au niveau national, vous avez carrément des chaînes YouTube, vous avez des centres de formation dont c'est la spécialité, la reprise d'entreprise, et qui se targuent de permettre à leurs repreneurs une rentabilité beaucoup plus intéressante que la création. Parce que, comme je vous dis, quand nous regardons le contexte économique de la Martinique, c'est assez compliqué de tenir une entreprise. C'est vrai qu'on enchaîne des crises. Après, voilà, je ne veux pas être trop pessimiste non plus. Non, je parle des éléments factuels, ce que nous constatons sur le terrain. Oui, oui. Le climat n'est pas toujours à la reprise ou à la création d'entreprises. Maintenant, il y a encore de belles entreprises qui se créent, il y a encore des repreneurs qui savent saisir des bonnes opportunités. Et au contraire, vous avez des entreprises qui aujourd'hui vont peut-être se vendre un peu en dessous de leur valeur réelle. Ça peut être des entreprises depuis 10 ans qui faisaient un excellent chiffre d'affaires, en rentabilité très importante. Et là, parce que Covid, parce que crise sociale plus récemment, parce que catastrophe naturelle, sont obligées de vendre à un prix un peu en dessous de ce qu'elles auraient pu espérer il y a 3 ans. Donc c'est une bonne opération quelque part, à toute chose malheur et bon, on va dire. Alors qui dit entreprise dit salarié, dit embauche. Tout à fait. Et quand nous regardons le contexte, nous avons malheureusement, concernant l'artisanat, beaucoup plus de demandeurs d'emploi que de demandeurs de travail. Il y a une grosse différence entre les deux. Le travail et être employé. Et je vous dis, quand nous regardons la réalité sur le terrain, à quoi c'est dû? Faudra peut-être qu'un jour que la Chambre des métiers se penche beaucoup plus dessus, ou le fait des gens, je ne sais pas. Enfin, il y a une réalité qui est là. Vous voulez dire qu'il y a plus de gens qui recherchent à être employés? Il y a des individus, si vous me permettez l'expression, qui cherchent un emploi. D'accord. Mais qui ne cherchent pas à travailler. Oui, d'accord. Ils seraient prêts à... Parce que l'aide sociale fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne travaillent pas reçoivent le reste sans activité. RSA. Reste sans activité. Ce qui fait que, il est chez lui, il a la garantie sociale, puisqu'il a la couverture sociale, mais de recevoir un peu de thunes. Oui. Et cette même personne, c'est très difficile de le sortir de ce statut pour le mettre dans le statut du travailleur. Mais souvent, je soulève un problème que vous avez peut-être un début de solution ou vous ne l'avez peut-être pas. Mais enfin, ceux qui nous écoutent, qui écoutent pour comprendre cette situation, les administrations et autres, on a une réalité là qui est triste. Je pense que vous avez un regard sur la question. Après, c'est vrai que ce dont on se rend compte, ces personnes que vous dites qui recherchent plus un emploi, finalement, un revenu, encore que un revenu leur suffirait, si je comprends bien. Disons une crèche-garderie pour adultes. Une crèche-garderie pour adultes, souvent à côté, et c'est ça un peu le paradoxe, peuvent avoir des petits jobs, peuvent être doués de leurs mains, artisans, au sens premier du terme, et on les reçoit souvent au moment où ils se disent « mais tiens,
j'aime ce que je fais, j'ai une passion, je commence à vivre de cette passion, mais je sens que je dois me professionnaliser parce que la mairie me demande des documents, parce que j'ai besoin de faire appel à... Enfin, je veux être sous-traitant d'une grande structure et il leur faut un SIRET. Bon, c'est dommage d'arriver qu'à ce moment-là, c'est sûr, mais c'est une manière, je pense, de réintégrer certains dans justement le travail, pas seulement l'emploi, mais l'envie de travailler. Et il y a un tout début, de Horizon Hassan. Qui est Malgré les écoles que nous avons, centres d'apprentissage et autres, nous n'avons pas la relève qu'il faut. Alors c'est... Dans tous les corps de métier. Ça, c'est, si vous voulez, c'est aussi en partie culturel et historique. Martinique, il y a une forte jeunesse qui part aussi dans l'Hexagone pour se former, qui découvre parfois aussi là-bas d'autres métiers, d'autres spécialités et qui revient ou ne revient pas. Voilà. Et là-dessus, c'est sûr qu'il y a un travail à faire, mais il faut aussi que les classes soient remplies. Donc il faut aussi qu'il y ait suffisamment de jeunes par spécialité. Donc là, l'insularité aussi joue un peu contre nous. Oui et non. Notre génération, elle était polyvalente. Un ouvrier du bâtiment pouvait travailler sur n'importe quel bâtiment, n'importe quelle entreprise, quel que soit le lieu au niveau mondial. D'accord. Parce que notre génération, elle est polyvalente. Aujourd'hui, malgré tout ce que nous avons comme formation, on trouve un bon, je sais pas moi, un bon maçon, mais il ne sait pas parler. Il ne sait pas faire une soudure. Or, hier, cette polyvalence faisait que le Martiniquais, il arrive dans quel que soit le point du monde, il travaillait. Alors ça, après, c'est peut-être aussi une problématique de réglementation. Je ne sais pas comment c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même assez segmenté par corps de métier. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez être carreleur, il vous faut le diplôme dans le carrelage. Si vous voulez être charpentier, il vous faut le diplôme de charpentier. La seule option, c'est d'avoir été dans une société qui vous a fait faire un petit peu de tout et vous avez eu plus de 3 ans d'expérience là-dedans. Là, vous pouvez ouvrir tout corps de métier. Mais c'est pas le plus fréquent, ça, c'est sûr. Oui, je vous dis, ça a disparu. Ça a disparu, ouais. Ou des formations spécialisées. La réglementation a fait que, on a balayé tout ça. Effectivement. Je trouve ça dommageable. Un peu regrettable, effectivement. Ouais. Bon, maintenant, je dis, il ne faut pas désespérer. J'espère que certains verront les erreurs du passé, comment corriger les choses, comment faire en sorte que nous puissions avoir aujourd'hui de l'entretien. Prenons le cadre du bâtiment, il y a une réhabilitation à mettre en place ici, il y a un marché énorme. Ce marché ne peut se faire qu'à condition qu'on trouve quelqu'un qui sache faire travailler ça, mais du doigt. Oui, et qu'on leur confie aussi des commandes, parce que c'est ça c'est l'employeur. Le nerf de la guerre aussi, oui. Il doit pouvoir trouver des marchés. Voilà. Mais il y a aussi tout un travail de formation. Alors ça, c'est plus ma collègue, puisqu'on est une équipe aussi à la Chambre de métier, qui fait tout un travail de formation au marché public. Donc être capable d'aller sur les sites de l'État, répondre au marché public, ça passe aussi par là, pour trouver des marchés et puis gagner en échelle, en taille pour les jeunes artisans. C'est important. Là, aujourd'hui, en matière de marché, c'est l'intelligence artificielle qui décide si oui ou non, vous, qui avez 50 ans d'expérience, sont capables de faire le job. Vous voyez les paradoxes du modernisme. L'intelligence artificielle, il y a de plus en plus recours, effectivement, on entend de plus en plus parler. Alors notamment pour rédiger les devis, les factures, faire une étude, même une étude un peu des préalables aux travaux. Vous avez de plus en plus recours à l'intelligence artificielle. Bon, il faut être dans l'air du temps et ça fait partie des sujets que la Chambre de métier a en tête pour développer aussi des formations dans ce domaine-là, c'est sûr. Et ça ça freine pas pour la transmission ? Pour la transmission, non, parce qu'on reste quand même dans des activités assez traditionnelles. Manuelles. Manuelles. Donc,
quelque part, ça protège un peu de l'ubérisation, de l'intelligence artificielle. Notre Google officiel ne vient pas... Pas pour le moment, et je pense pas dans les 50 prochaines années. Une planche. Non, voilà, il n'a pas de main pour l'instant, donc ça nous protège un petit peu. Et puis, il y a un marché dans l'artisanat. Moi, tous les jours, je suis impressionné de voir à quel point, notamment dans le bâtiment, mais pas seulement, aussi dans les métiers un peu annexes au bâtiment, comme la plomberie, l'électricité, vous avez des chefs d'entreprise qui ont du mal à répondre à la demande, voilà, qui croulent sous la demande, qui me disent non, surtout je ne veux pas faire de publicité, pas de communication, parce que j'ai peur d'être débordé. D'être inondé, comme en ce moment avec la pluie, les couvreurs, ils sont inondés de marché, de commandes. Oui, voilà, alors après... Ils ne peuvent pas répondre. Et voilà, et ça fait mauvais genre et on perd les clients fidèles. Alors, même si nous, ça nous fait toujours un peu un pincement au cœur, la chambre de métier, parce qu'on a envie de leur dire ouais, mais il faut développer, il faut recruter. Mais on entend aussi que le chef d'entreprise, il a sa clientèle historique et il n'a pas envie de les décevoir. Hier, j'ai découvert un nouveau métier, j'ai loin de m'imaginer. Dites-moi. Décoratrice dentaire. Ah oui, c'est marrant que vous parliez de ça, ce matin justement. Ouais. Des strass, des choses comme ça sur les... Des personnes, des filles qui font une formation pour décorer les dents et autres. Ça fait partie de ces métiers qui sont un peu... en parallèle à l'esthétique. Ce n'est pas toujours des gens qui ont une formation en esthétique. Souvent, elles le font par la suite parce que ça permet de faire plus de choses, de travailler la peau aussi. Mais ça fait partie de ces métiers. On a aussi prothésiste ongulaire, tout ce qui est extension de cils, où là, il faut avoir un certificat. Bien sûr, il faut quand même avoir une formation certifiante. Mais vous pouvez créer relativement facilement et ça permet à souvent des jeunes d'ailleurs, de se lancer, d'avoir une première expérience de l'entrepreneuriat. Et je dirais, mon vieux coiffeur, il est obligé de se recycler. Le vieux coiffeur, le vieux coiffeur, de plus en plus, il faut qu'il développe de nouvelles choses, puisque vous avez une tendance maintenant, ça date un peu, peut-être, je ne suis pas historien des cheveux, mais je pense qu'il y a une tendance au nappy, chez les femmes surtout, et qui a un peu bouleversé la coiffure des salons traditionnels, qui faisaient beaucoup dans le défrisage, les couleurs. Et comme s'il y a ce retour un peu au naturel, on voit de nouveaux salons s'ouvrir, parfois des gens qui font juste les tresses, les nattes, et qui arrivent à récupérer comme ça de la clientèle à des salons historiques. Oui, parce qu'à l'époque, c'est vieux ça, les pneus rechappés, les perruques. Ah oui. Il y en a encore. Il y a encore quelques perruques, quelques pneus rechappés, comme on disait chez nous, quelques sous-marques. Alors non, je pense que c'est... fois à moto, il faut s'arrêter parce que ça s'est envolé. Je pense que c'est plus tout à fait des saumarèques maintenant. Il y a une évolution de ce point de vue-là. On a de plus en plus des cheveux naturels, puis des choses qui se rapprochent de plus en plus. On fait même plus la différence maintenant entre la perruque et le cheveu naturel. Ça change tout le temps. Oui. C'est comme tout métier. La beauté d'un métier, c'est son changement permanent. Heureusement, c'est pour ça qu'à chaque réunion, à chaque conférence, on rappelle qu'il faut toujours être en veille, toujours continuer à innover. On ne peut pas se dire « ouais, mais ça fait 10 ans que je fais ce métier et ça va marcher toute la vie ». Il faut continuer à voir ce qui se fait. Il y a une règle première chez l'artisan. Ne jamais dire ce que vous venez de dire là. Ça fait plus de 20 ans que je le fais. Il peut se trouver demain devant une catastrophe. J'ai souvent vu ça. Tout à fait. Là, c'est la période, on va dire, des catastrophes. Et justement, la Chambre de métier, on est un des rares organismes à avoir proposé une aide. Donc, on a notre Fonds national de catastrophes naturelles et de calamités qui permet de venir en aide, justement, aux victimes de l'ouragan Beryl, parce qu'on en a eu quand même quelques-unes en Martinique, notamment sur la côte Caraïbe, et puis aux victimes, aux sinistrés des mouvements sociaux récents, parce qu'en parallèle, il y a eu pas mal aussi de casse, de vandalisme. Et donc là, on vient à leur aide. En tout cas, on leur propose un complément, une indemnité qui permet un peu de faire la jonction avant la reprise effective de l'activité. Il y a combien de départements à la Chambre de métier Martinique? Combien de départements? Il y a l'économie, il y a... oui. Il y a plusieurs secteurs. Oui, alors on a à la Chambre de métier, on est surtout sur
les missions d'environnement. On a 2 chargés de mission environnement. Donc une qui est spécialisée vraiment sur l'énergie et la gestion des déchets, que vous avez rencontré d'ailleurs. Et on a monsieur Mathieu Sinamal qui est lui chargé de mission environnement dans le domaine de l'eau. Donc c'est principalement ça. Ensuite, en tant que chargé de développement économique, on a beaucoup de casquettes. Chacun, on est 2 dans l'équipe. Moi, je m'occupe des entreprises en difficulté. Je suis aussi référent reprise, transmission. Donc voilà, on a chacun plusieurs cordes à notre arc. Entreprises en difficulté, quand les premières liquidations judiciaires sont arrivées ici, c'était la honte. Aujourd'hui, c'est un mode de gestion. Vous trouvez que c'est un mode de gestion ? Pouvoir stopper toutes les dépenses, Oui. être mis en observation, pour redémarrer et donner un second souffle à l'entreprise. Ben, je pense que c'est un dernier recours pour beaucoup d'artisans qui, malheureusement, se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent plus faire face à leurs dettes. Sociales et fiscales. Sociales et Le fiscales. fournisseur. Voilà. Et donc, le fait d'avoir on va dire un nouveau souffle, parce que les dettes sont gelées pendant un temps. Les tribunal décide, terminé. Voilà, on est sous tutelle. C'est jamais bien vécu, je ne pense pas que ce soit recherché. Au début, c'est jamais recherché. Non, c'est pas recherché. Au début, c'était la honte. Oui. Bon. Aujourd'hui, on sait que c'est un mode de gestion. C'est plus dans la norme, on va dire. Oui. C'est rentré dans la logique. C'est malheureux, mais en même temps, on comprend avec toutes les crises qui se sont succédées, on comprend aussi qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui arrivent vers cette case, finalement. Le mardi, c'est l'enterrement première classe des entreprises au tribunal mixte de commerce. Et très souvent, malheureusement, ce sont des entreprises qui se trouvent acculées financièrement, en cessation de paiement, alors qu'elles ont de la créance publique. Ça, non rentrer dans les lignes. Oui. Et les juges, quand ils voient ça, leurs cheveux se dressent sur la tête. Pourquoi ? Parce que beaucoup, puisque la commande publique, c'est la locomotive de notre économie, beaucoup de collectivités ne payent pas. Beaucoup d'entreprises sont les banquiers de la collectivité. Ils doivent faire les salaires, fournisseurs et tout. Et ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent dans leur trésorerie, dans leur caisse. L'argent, c'est l'autre. C'est pour ça qu'il faut, on dit tout le temps, pour faire appel au marché public, avoir les reins solides et avoir une certaine expérience. C'est sûr que ce n'est pas la première année quand on débute son entreprise qu'on peut faire appel au marché public, sauf cas exceptionnel. Après, bizarrement, ça peut faire le bonheur de certains repreneurs, pour en revenir à la reprise transmission, parce que parfois, certains voient l'opportunité aussi de reprendre ces entreprises. Au bout de fois dessous. Voilà, à la barre du tribunal, et eux qui savent faire des recours, et notamment des recours administratifs, finissent par se faire payer, et finalement ils font une plus-value sur l'entreprise. C'est dommage, mais c'est une réalité. Ça fait partie du jeu. Voilà. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Comme beaucoup qui ont la thune, qui vous disent, bon ok, je mets 25-30% dans ton entreprise, on fait tourner, et au moment où ça tourne, comme ils ont la minorité de blocage, ils disent, bon, on fait une augmentation de capital. Et vous ne pouvez plus suivre derrière. Vous êtes inversé. Voilà, d'où le conseil de la Chambre ou la tâche d'un avocat dans ces situations, puisque des statuts, ça se rédige. Donc après, la gouvernance, il y a des choses qu'on peut faire pour éviter d'en arriver là, justement. Et donc, malheureusement, un bon artisan de Martinique, c'est 18 heures de boulot jour et une vingtaine d'entreprises dans sa petite tête à gérer dans la journée pour faire tourner sa propre entreprise. Si vous parlez de ses clients, Non, ses clients, c'est encore une autre case. Entre banquiers, sécurité sociale, en fait, tout ce qui est administratif. Tous les partenaires, tous les partenaires, son avocat et autres. Ses salariés, ses fournisseurs, ses auteurs, ses grèves et compagnie. Il a 18 heures de boulot minimum jour. Ça j'en suis convaincu. Moi, j'ai moi-même une expérience en tant que chef d'entreprise. Et effectivement, on a toutes les casquettes. Au bout d'un moment, on est à la fois le communicant,
on est le gestionnaire, parce que même si on se fait accompagner de l'expert comptable, de l'avocat, encore faut-il savoir superviser, demander de quoi on parle, voilà. Parce que si vous demandez les mauvaises choses, vous n'aurez pas les bons résultats non plus. Et puis, il faut faire son métier aussi, et là, c'est peut-être... et on est psychologue. Difficile. Et psychologue, oui, et puis le recrutement, on ne parle pas du recrutement aussi, alors là, c'est encore autre chose. Ça m'est arrivé d'avoir un bonhomme excellent, il a un problème chez lui, accident, je dirais, sentimental, le bonhomme, il a dégradé. Hein. Ben, c'est ça, oui. Donc, il faut pouvoir le tenir, le faire remonter, lui faire comprendre, bon, attends, ça m'est arrivé nous toutes. Mais enfin, je vous dis, là, en fin de compte, j'ai mis 20 métiers. Oui, il a dû mettre 50. Mais c'est plus que ça. Hein. Non, mais c'est sûr. Hein. Et puis, bon, c'est pareil, le recrutement, c'est pas une science exacte. Hein. Parfois, on se trompe aussi. On peut avoir... L'homme change. Oui, ouais, c'est ça. Ou quand on fait confiance sur un transport. Moi, j'ai eu récemment quelqu'un qui m'a dit, mais j'ai eu 3-4 accidents sur mon véhicule, mon utilitaire, parce que j'ai fait confiance à quelqu'un que je venais de recruter. C'est ça qui a plombé ma trésorerie. Vraiment, c'est... Je sais si parmi ceux qui nous regardent, là, le nombre d'artisans qui ont plongé du fait de leur chauffeur. Mais c'est là où l'apprentissage, alors bon, bien sûr, il faut toujours être vigilant et voir plusieurs candidats, profiter de la période d'essai aussi pour bien identifier aussi la mentalité du jeune, mais ça permet de tester quelqu'un sans forcément commencer à contractualiser de manière trop fixe, et puis de pouvoir se tester, voir si déjà on peut recruter. Je pense que c'est une bonne première marche avant un recrutement effectif. C'est très complexe. Je dirais même c'est du poker. Dans tous les cas, mais pour l'apprenti, peut-être un peu moins. Ouais. C'est du poker. Vous confiez un camion de 200 000 € à un gars que vous ne connaissez pas, il part avec, il peut vous ramener les clés, il peut vous ramener tout n'importe quoi, parce qu'il a fait le coup. C'est ça. Mais après, c'est toute la problématique du recrutement, mais c'est vrai que si on ne recrute pas, on peut pas... métier. Oui, mais on ne peut pas passer non plus à une autre échelle. Donc il y a un moment, il faut passer par là. Nous sommes d'accord, mais je vous dis, c'est du poker. Ouais. Vraiment du poker. Et malheureusement, c'est la Martinique qui en pâtit. Malheureusement. Maintenant, pour faire une tournée d'une entreprise, il faut un capital. Un bon capital. Ça, on peut pas y couper. Alors, il y aura forcément des contre-exemples, mais ça se compte sur les doigts de la main. Généralement, la banque vous demande 20-25% du crédit que vous souhaitez faire en apport personnel. Et de toute façon, ça va rassurer les institutions, que ce soit pour des subventions ou pour un emprunt, de se dire, OK, le chef d'entreprise met de l'argent dans son projet. Il lui-même croit à son projet. C'est ça aussi l'enjeu. Il prend le risque. Il prend le risque, voilà. Assez risque et péril. Après, il existe aussi des solutions de garantie, il existe certaines protections, y compris de la part surtout qu'on emprunte. Donc ça, c'est notamment Initiative Martinique Active, Réseau Entreprendre. Et puis notre structure à nous, en tant qu'artisans, c'est la CIAJ, donc qui se porte garant jusqu'à 50% du prêt bancaire. Ça peut même monter jusqu'à 80%. Et donc ça veut dire que pour le banquier, c'est hyper rassurant en fait. Même en cas de défaut de paiement, ce qui n'est jamais à rechercher bien sûr, le banquier sait qu'il retrouvera ses billes et donc il est plus enclin aussi à prêter. Ça peut débloquer certaines situations. C'est un service qui existe chez vous? Oui, nous on fait alors ça passe toujours par la chambre de métier, on va faire l'instruction du dossier. Et ensuite, on transmettra qu'on a un partenaire localement, et puis ensuite, ce sera vu par les commissions nationales pour attribuer l'aide. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On en a parlé lors du dernier événement de la CIAJ. Et pourtant, c'est notre partenaire en tant que chambre de métier. En fait, la chambre de métier, les chambres de métier, de manière générale, sont actionnaires majoritaires de la CIAJ. Donc s'il y a bien une structure qui a à cœur de soutenir les artisans, c'est la CIAJ.
Mais il faut passer par la chambre de métier et d'artisanat de Martinique. Donc j'ai besoin d'une bétonnière, Voilà, d'un petit bus, oui, également. changer le salon de coiffure, Mhm, je fais faire un devis, mhm. je fais faire un bilan prévisionnel et je viens vous voir. Vous pouvez, en parallèle, aller voir la banque aussi. Oui, avant d'aller voir la banque, bien entendu. Voilà, vous venez nous voir, donc déjà on va pouvoir vous conseiller, commencer à instruire le dossier. Et puis, avec la CIAJ et le partenaire bancaire, puisque la CIAJ vient en garantie d'un prêt bancaire, on va trouver une solution de financement pour vous. Oui. Et le taux de réussite? Le taux de réussite sur des reprises transmissions? Non seulement c'est une reprise de transmission, mais je parle en ce qui concerne, aller voir ce banquier à partir de votre organisme, Alors, j'aurais pas la statistique sur le taux de reprise. approximativement. Ouais, je pense qu'on est autour des... Ça fonctionne quoi? Oui, ça fonctionne, 90-95%. En général, quand on est conseillé, ça fonctionne beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on a notre partenaire bancaire, la BRED aussi, qui nous dit, mais les dossiers qui passent par la chambre de métier, c'est ce type de dossier qu'on veut avoir, en fait. C'est ces dossiers-là, on sait que c'est bien monté, qu'en plus vous avez les experts de l'artisanat qui ont travaillé sur l'étude de marché, donc on va pas dire que c'est gagné, mais c'est en bonne voie. C'est mieux que d'avoir une autorisation de découvert. Oui, bien sûr. Beaucoup s'imaginent que c'est une bonne formule. Bon, c'est fait justement pour vous plomber. L'autorisation de découvert, il y a toujours un Le taux revolving, il d'intérêt fonctionne comme derrière. ça. Il faut toujours courir après. C'est ça, non, ça c'est un coup à tomber justement dans ce cycle d'entêtement et on finit, comme vous l'avez dit, au tribunal de commerce. Enfin, au contraire, non, il faut, tant qu'on peut, et d'ailleurs mieux vaut le faire avant même la création, la reprise. Faites des dossiers pour de la garantie, faites des dossiers de subvention. Si ça tombe pas tout de suite, ça tombe dans 18 mois ou dans 12 mois ou dans 9 mois selon les cas. Mais en tout cas, quand ça tombe, ça soulage votre trésorerie et ça fait toujours plaisir. En fait, l'artisan, il doit avoir une ligne budgétaire dédiée. Avocat, conseil et autres. Après, on vit dans une... Pour aller sur la différence des générations, on est aussi dans une génération où on se dit je peux créer comme ça d'un claquement de doigts. Or, ça peut être le cas si vraiment vous n'avez pas du tout à investir, mais dans la plupart des situations, il vous faudra quand même faire un prêt bancaire. Et là, on ne peut pas couper de faire déjà un business plan, de faire un travail en amont. Et donc, il y a un budget. Donc, peut-être économiser tant que vous êtes salarié, tant que vous êtes... Si vous pouvez économiser, c'est ce que je dis. Mais on peut toujours économiser. On peut toujours mettre... C'est une question de temps, après. Mais mettre 100 €, 200 € sur son... Ça ne fait pas des petits très vite. Hein. Ça repart très vite, d'autre côté. Non, bien sûr. C'est quand on est à la barre du tribunal de commerce Non. qu'on se dit, dans quelle galère j'ai été me mettre là. Non, mais je veux dire, avant même de créer, peut-être que le week-end bateau, la sortie, le voyage en République dominicaine... Il y a des sacrifices à faire. On remet à plus tard et on met un petit peu de côté. C'est pas facile, mais quand on veut créer, après, créer une entreprise, c'est investir aussi. Donc ça veut dire qu'on met de l'argent pour en obtenir plus demain. Alors qu'un voyage, en général, c'est à fond perdu. Oui. Et malheureusement, dans la création d'entreprise, le demain, des fois, quand on le regarde, il n'est pas beau. Hein. Le demain, ça c'est à la charge de chacun. C'est sûr que si on s'est formé, on en revient un peu toujours au même. Hein, mais on revient toujours à la case départ. Si on s'est formé, si on a été attentif à faire les dossiers, le demain, il est bien meilleur. Et d'ailleurs, dans la reprise transmission, on a des taux de réussite qui sont plus importants que dans la création, dans la reprise. Je veux dire. Dans la reprise, dans la transmission, on est autour de 95-100%. Donc, oui, parce que dans la reprise, vous avez deux expérimentés. Oui, c'est ça. Celui qui vend, qui a déjà une expérience très forte, celui qui prend, qui va soit avec déjà une expérience ou qui va acquérir au contact du cédant. Au départ, il a déjà une base. Oui, et il y a une entreprise qui existe, qui a déjà souvent la capacité de rémunérer son chef d'entreprise, qui a déjà un fichier clientèle. L'idéal, c'est d'avoir un fichier clientèle qui se reproduit naturellement, qui est contractualisé sur plusieurs années. Donc là, on peut quasiment être garanti d'un chiffre d'affaires quand on reprend.
Et puis qui peut avoir aussi déjà des salariés, déjà une notoriété. Donc on ne part pas de zéro. Parce que ce qui est difficile quand on crée, souvent la première année, on a du mal à se rémunérer. Il faut faire tout un travail pour s'imposer, pour montrer qu'on est bon dans son métier, etc. Là, quelque part, on passe cette étape et on arrive tout de suite dans le cœur du sujet. Il est clairement dit une année, deuxième année, troisième année. Voilà. C'est à la fin de la troisième année qu'on peut se dire artisan. Voilà, à part les meilleurs qui tout de suite comprennent toutes les ficelles, il y en a encore, hein, bien sûr, mais pour la plupart, ça prendra du temps et c'est normal. Et donc, pourquoi pas passer par la reprise et gagner du temps. Ça suppose de mettre un petit peu de côté, ça suppose d'avoir un apport personnel, on en revient toujours au même. Mais si vous êtes dans cette situation où vous pouvez mettre de côté, vous pouvez vous former, pensez à la reprise, pensez à la transmission. N'importe qui peut faire la transmission, quel que soit le corps de métier. Oui, il n'y a pas d'exclusion au niveau de l'activité ou du corps de métier. Dans l'artisanat, c'est ouvert à toute entreprise. Alors, il y a des secteurs qui sont, on va dire, plus tournés vers la cession que d'autres. On a beaucoup de cessions, par exemple, de taxis. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent en même temps la licence. Ils vendent l'emplacement, ils vendent parfois le véhicule avec. Donc ça, on en voit beaucoup. Et puis souvent, on a plus de cédants dans des activités où il y a beaucoup de capital. Ça peut être des boulangeries, ça peut être des salons de coiffure, parce qu'il y a de l'aménagement derrière. Ils vendent le pas de porte, ils vendent tout un tas d'éléments qu'on ne retrouve pas dans une activité individuelle. Comme dans le bâtiment, on a beaucoup de très petites entreprises, de micro-entrepreneurs. Et pour le coup, là, ils vendent souvent les outils, le fichier client, si tant est qu'il soit assez solide, parce que bon, ce n'est pas toujours le cas. Mais ils n'ont pas, ou rarement un local, donc souvent ils vont plutôt faire une cessation et vendre le matériel. Il faut penser à tout ça avant de passer le mardi Oui. une dynamique de commerce. Oui, c'est ça le risque. Pour éviter. C'est ça le risque, malheureusement. Beaucoup de chefs d'entreprise se disent jusqu'ici tout va bien. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que les années avançant, ils sont de plus en plus fatigués. Et pourtant, ils ont commencé avec une motivation infernale, hein, mais de plus en plus fatigués, les problèmes de santé commencent à arriver. S'ils tombent, ils ont le malheur de tomber sur une crise de quoi que ce soit. Et finalement, ils finissent par céder à un prix qui est bien en dessous de ce qu'ils auraient pu attendre. Ou alors, il faut une cessation pure et simple, parce qu'un beau matin, ils se disent bah, « j'en ai vraiment marre, je ne peux plus ». Donc, il faut le faire suffisamment tôt, parfois en amont de la retraite, 2 ans avant, c'est très bien. Pas attendre le dernier moment quand on est épuisé. Vous savez qu'il est interdit 2 choses à l'artisan. Oui, je crois savoir lesquelles. Être malade. D'accord. Et être en vacances. C'est interdit à l'artisan. C'est sûr que quand on fait 60 heures par semaine, pour certains... Il a une petite activité, 2, 3, 4 salariés. Il est malade. Il est ça. C'est ça. Il part une semaine en congé. Il est ça. C'est la réalité, alors surtout des petits artisans, surtout quand on est quasiment le seul à la manœuvre et qu'on n'a pas su déléguer, on n'a pas su avoir un responsable adjoint, quelqu'un qui peut reprendre le flambeau. Pour changer de cadre, là, on n'est plus dans le petit artisanat. Hein. Il y a déjà dans l'entreprise, et même dans l'entreprise, nous regardons les difficultés, les liquidations judiciaires que nous avons dans de grosses entreprises, experts comptables, toutes de choses, ils sont tombés. Donc je redis, c'est poker. Pour avancer avec, et c'est tout. Après, le poker est un jeu de hasard, mais dans lequel plus vous êtes... il y a une technicité quand même. Il y a une technicité. Il y a des très bons joueurs de poker. Pour reprendre votre exemple, moi je pense que si on est bien formé, si on a pris la tâche justement de conseiller, si on est prudent aussi vis-à-vis des cotisations sociales, de l'impôt, qu'on ne joue pas avec le feu d'un point de vue financier, on peut tenir très bien sur la durée. Il y a aussi des très belles réussites. Et pour le coup, quand c'est rémunérateur, c'est bien rémunérateur. L'artisanat, c'est un métier noble. Ça nourrit son maître. Également. Oui, s'il n'y a pas que l'aspect financier non plus. Ça nourrit son maître. Bon.
C'est l'équilibre, ça fait un tas de choses. Mais surtout, son premier ennemi, c'est la jalousie. La jalousie. Quand vous devez tomber devant un banquier, enfin, quel que soit le service, j'ai vu des entrepreneurs qui ne savaient pas lire et écrire. OK? Et qui avaient un cash flow énorme. Qui avait un Beaucoup de thunes. Ils ont été descendus par jalousie. Nous sommes dans un tout petit territoire. Et c'est là qu'on doit être vigilant en permanence. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? C'est très intéressant notre débat. Mais sur le point que vous évoquez, hein, là, et c'est vrai que je pense que c'est un conseil qu'il faut donner aux chefs d'entreprise ou même aux repreneurs, hein, parfois, y compris aux cédants d'ailleurs, qui souvent sont dans cette culture un peu du secret et de la confidentialité. Il y a une part de confidentialité, il y a une part de je protège mon savoir-faire, mes recettes, voilà. Mais en même temps, la meilleure protection, au-delà des protections qu'on peut obtenir auprès de l'INPI, des brevets, etc., la meilleure protection, c'est de bien déployer son projet, de savoir trouver les marchés, être plus rapide, plus efficace, mieux produire, mieux vendre que ses concurrents. C'est comme ça qu'on prend l'ascendant et qu'après on est reconnu comme la référence dans son domaine. C'est être dans l'entre-soi et protéger ses savoir-faire. Parfois ça peut être un peu réducteur. La grosse protection, on ne vend pas des carottes. On vend un savoir-faire. C'est surtout de le faire savoir. Voilà, savoir-faire et faire savoir, c'est pas mal comme conclusion. Oui, faire savoir son savoir-faire. En tout cas, merci, honoré d'avoir pu échanger avec vous sur le sujet. Pareillement. Nos téléspectatrices et téléspectateurs ont écouté, ils ont compris. Il faut qu'on nous orienter nos enfants vers le travail manuel. Il en faudra tout le temps. Et un bon ouvrier, il ne reste pas au garage. Non, il ne reste pas longtemps sans travail. Il ne reste pas longtemps au garage. C'est clair. Merci encore, à très bientôt. Merci à vous.